je voudrais demander votre indulgence, le temps qu'on m'apporte le scénario de la session. En réalité, je n'étais pas pressenti pour modérer cette session, sauf que Madame la modératrice a eu un empêchement et je n'ai pas le bon scénario. Mais bon, l'enjeu, on le connaît déjà. La session précédente a assez bien, comme on dit, posé le débat, à savoir que la question de la finance verte, ou pour citer mon prédécesseur, la finance durable, semble se jouer à un niveau qui, du point de vue des communautés locales, du point de vue des femmes actives à la base, est inaccessible. Elles ont vraiment l'impression que ça se joue dans la lune, dans les étoiles. Et l'idée de ce panel, c'est comprendre comment ramener non seulement ces enjeux, mais même les mécanismes de financement, comment les co-construire avec ces femmes qui finalement, tel qu'on l'a entendu notamment dans les questions, ces femmes qui finalement sont à la base de toute l'action climatique, qui sont au cœur de l'action climatique. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va signer, que ce soit entre gouvernements ou entre gouvernements et puis bailleurs de fonds, ces grands engagements internationaux, il reste à les traduire par actions concrètes au niveau de la base. Et c'est pas, j'ai rien contre les ministres, hein, c'est pas monsieur le ministre qui ira faire le travail sur le terrain. C'est cette femme qui est en zone rurale, c'est cette femme qui fait du recyclage, mais qui n'est même pas consciente de ces opportunités. Donc c'est un peu cela l'enjeu de ce panel. Nous avons la chance d'avoir, je dirais, des personnes hautement qualifiées pour en débattre. Vous comprenez, j'essaie de meubler le temps de recevoir les questions. Autrement, je vais complètement égarer mes... Donc, Flaubert, je pense qu'il était censé d'avoir une petite présentation de la part de femmes pour lancer les débats. Excellent. Donc, on peut commencer, on attend. Très bien. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup de présentations lors des derniers jours. On a aussi eu un panel très intéressant qui nous a apporté beaucoup d'informations tout à l'heure. Donc, je veux seulement rappeler par la voie de quelques données les enjeux qui met ensemble les questions genre et l'accès à la finance verte. Donc, je vais d'abord commencer avec les données de l'écart entre les hommes et les femmes au niveau de l'Afrique pour l'accès au financement tout court, pas le financement vert. Donc, n'importe quelle couleur, il y a un écart de 42 milliards de dollars entre l'accès des hommes et des femmes à la finance au niveau de l'Afrique. Ce sont les données de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, dans la région, il y a seulement 37% des femmes qui ont un compte bancaire par rapport à 48% des hommes. Donc, quand même, un bon écart aussi. La croissance de la finance verte a expérimenté une croissance fulgurante. Donc, en 2021, la finance verte a dépassé les 720 milliards de dollars, y compris les obligations vertes, les prêts, les capital risques, les capital investissements et tous les autres éléments, instruments de la finance verte. Par contre, on a une absence totale des données ventilées par sexe pour savoir exactement combien de ces 720 milliards de dollars ont vraiment arrivé et à avoir accès par les femmes ou par les hommes. Par contre, l'effet que la plupart des instruments financiers et produits financiers qu'on utilise pour vraiment fournir les finances vertes sont des produits financiers standards,
fait que les femmes sont confrontées à des problèmes qu'ils confrontent déjà pour avoir accès à la finance classique. Donc on pourrait assumer que les écarts, les gaps globaux qu'on a au niveau de l'Afrique, ça pourrait parfaitement se reproduire ou même être encore plus grand au niveau de du financement vert. En fait, les études récentes, un rapport réalisé par les rapporteurs spéciaux pour la finance inclusive de M. le secrétaire général des Nations Unies, conclut que la finance verte s'est principalement concentrée sur les opportunités pour les acteurs traditionnels, par exemple les banques et les investisseurs institutionnels, avec moins d'attention sur les utiles et les voies pour les micro-segments, y compris les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises. Et comme on le sait, la grande partie des entreprises menées par des femmes se trouve dans cette petit et micro-segment. Donc là, il y a un travail à faire pour vraiment développer des instruments financiers adaptés aux besoins des PME. Et je crois qu'on a déjà entendu quelques idées très intéressantes dans les panels préalables. Seulement, on a certaines données. Si on prend la finance publique, si on prend les données du Comité d'aide au développement de la OCDE, on voit qu'environ 31% de l'aide climatique publique des membres du CAD, seulement 31% de l'aide climatique est sensible au genre et seulement 3% de cette aide climatique a pour objectif principal cibler les femmes. Donc, encore des données qui nous montrent les écarts. En plus, dans le cadre de cette étude du CAD, la proportion de l'aide sensible au genre qui a été allouée aux organisations de la société civile du Sud ne s'élève pas qu'à 2%. Donc vraiment, les fonds de l'aide publique qui arrivent pour soutenir le travail des organisations de base des femmes, ça ne fait que 2%. 2%, c'est pratiquement rien. Donc, ça limite forcément tout le travail que les organisations de base font dans la lutte contre les changements climatiques. Et comme on a rappelé il y a quelques minutes, les femmes font tout un travail de préservation de l'environnement, d'atténuation et adaptation climatique, mais n'ont pas l'accès aux mécanismes globaux comme les marchés de crédit de carbone pour financer tout ce travail. Donc en conclusion, je pense qu'avec toutes ces données, on se rend compte que l'écart entre les hommes et les femmes pour l'accès au financement vert, c'est une des manifestations les plus injustes de cette transition qu'on appelle juste. Donc on parle beaucoup de just transition. Là, vraiment, il y a un élément d'injustice, si vous voulez, dans le cadre de ces processus. Nous avons besoin de plus de données pour mesurer vraiment l'ampleur de l'écart et on a encore besoin des études pour comprendre pourquoi cet écart. Donc, dans un milieu de recherche comme celui qu'on a aujourd'hui, il y a certaines pistes là pour travailler, pour aller de l'avant. Côté ONU Femmes, on va investir vraiment à combler cette lacune par la voie de la recherche et faisant partie de cette deuxième phase du projet qu'on a présenté ce matin avec l'aide de la coopération irlandaise, on va mener une étude. Merci beaucoup. Vraiment, les obstacles et les raisons pour lesquelles les femmes de base ont des problèmes et des défis pour avoir accès à la finance verte. Et avec ça, je pense qu'on a un panel pour discuter des solutions et des propositions. Merci beaucoup. Je pense que Elena mérite nos applaudissements. Merci grandement, Elena, pour ces propos introductifs. Alors, pour ceux et celles qui pourraient se demander quel est le lien entre l'accès à ces financements et puis le travail non rémunéré,
Rappelons-nous, l'une des raisons pour lesquelles les femmes sont surreprésentées, que ce soit dans le secteur informel, dans le secteur agricole ou dans les petites activités génératrices de revenus, c'est précisément parce qu'au niveau du ménage, elles sont celles qui sont censées tout gérer. Donc, elles n'ont pas nécessairement le temps ou l'énergie au même niveau que les hommes pour se lancer dans un certain type d'activité. Donc, si maintenant les financements verts, ou comme on disait, les fonds, la finance inclusive, ne prêtent pas assez attention à la situation de ces femmes, on va se retrouver dans une situation où les inégalités hommes-femmes sont en fait aggravées par ces mécanismes émergents. D'où l'intérêt d'avoir sur ce panel des experts tels que Madame Fatou Diaye de GIZ. Nous avons également Madame Senabou Diaye de Oxfam. Juste à ma gauche, nous avons Monsieur Sedi de la Banque agricole. OK. Nous devions également avoir Madame Hassana Aliou de GGI. Non, elle n'est pas là. Donc, OK. Dans ce cas, je vais commencer avec Madame Fatou Diaye de GIZ, si vous permettez. Premièrement, j'aimerais vous entendre. Quel regard vous portez sur l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'économie verte en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Bonjour, chers collègues panélistes. C'est un réel plaisir de participer aujourd'hui à ce panel. Je suis de la GIZ, je suis conseillère technique sur le projet Accès. Le projet Accès, c'est le projet qui s'active dans l'amélioration de l'éligibilité des dossiers de financement des PME. Comprenez par PME, micro, TPME, petites et moyennes entreprises. Donc, le regard que je porte sur l'accès au financement pour les femmes en milieu rural, c'est que l'accès n'est pas du tout facile. Donc, les hommes déjà ont du mal à accéder au financement, encore moins les femmes qui ne détiennent pas de patrimoine à soumettre en garantie. Donc, la femme n'accède pas assez. Pour les tout simplement parce qu'elle n'a pas de. Il y a le problème de garantie qui se pose. Ça, c'est le premier obstacle. Et ensuite de cela, il y a la majeure partie des femmes opèrent en milieu à petite échelle et aussi dans le secteur informel. Donc, il y a aussi le problème de l'informalité, de l'information financière à soumettre. Et aussi, encore moins de bénéficier des plans nationaux d'aide économique. Donc, le projet Accès, c'est un projet de la GIZ qui s'inscrit dans le cadre du Compact With Africa. C'est les partenariats de réforme entre l'État sénégalais et l'État fédéral allemand qui travaillent avec l'ADPME et sous la tutelle du ministère du Commerce et de la petite et moyenne entreprise. Donc, nous travaillons autour de 3 axes. La première zone d'intervention du projet, c'est la mise en place d'une plateforme digitale. Donc, c'est une plateforme d'intermédiation entre les PME, y inclut les micros et les TPME, et aussi les institutions financières. Comprenez par institutions financières toutes les structures susceptibles d'offrir un financement et aussi des mécanismes de garantie. Cette plateforme a pour point de départ l'information à travers le portail grand public jusqu'au suivi post-financement. Donc, toutes les institutions financières qui seront enrôlées dans cette plateforme vont publier leurs offres. Et la PME qui s'inscrit au niveau de cette plateforme aura la possibilité de se faire accompagner par des cabinets de conseil, par des SAE, par des experts comptables dans la structuration de leurs dossiers. Et cette plateforme est complètement administrée par l'ADPME. Donc, c'est l'ADPME qui effectue le premier contrôle avant d'imputer le dossier à un cabinet ou à une SAE. Et après la structuration du dossier, il y a un second contrôle qui est fait au niveau de l'ADPME avant transmission à l'institution financière. Donc, c'est un cadre d'échange entre tous les acteurs de l'écosystème de financement de la PME. Et comme deuxième zone d'intervention, c'est le coaching. Le coaching avec les institutions financières. Donc, pour permettre à celles-ci de renforcer leur capacité et de développer des produits verts,
destinés à la cible femme, en mettant un focus sur la cible femme, et de développer aussi des produits et de pouvoir structurer les projets agro-énergétiques. Monsieur Seydi est là. Je pense que la LBA faisait partie de la cohorte des institutions financières qui ont eu à bénéficier de ce coaching. Et il y a aussi des institutions financières qui ont été coachées dans le genre pour pouvoir élaborer des produits financiers destinés à la cible femme. Et c'est quelque chose qui a donné un résultat très, très positif. Et ça a été très apprécié par les institutions financières. Comme troisième axe aussi, c'est l'appui à la taxonomie verte. Je ne vais pas y revenir parce que M. Barry l'a procédé tout à l'heure dans sa présentation. On travaille avec le ministère de l'Environnement pour l'élaboration d'une taxonomie verte au Sénégal. Nous avons, en sus de ces trois axes-là, mis en place un cadre de concertation avec l'ensemble des membres des intervenants de l'écosystème de financement de la PME sénégalaise sous le parrainage de la BCEAO, du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises à travers le DPME. Donc ce cadre de concertation a permis à l'élaboration d'un plan massif pour un financement sécurisé des PME. Donc il y a une stratégie 2024-28. Notre projet est mis en œuvre depuis juin 2020 et prend échéance en mai 2024. Mais il y aura une deuxième phase qui va mettre le focus sur le financement des femmes, notamment sur le financement des femmes en zone rurale, en mettant aussi un focus sur le financement vert, avec l'appui de l'élaboration à la taxonomie verte. Voilà en gros l'économie de ce que je voudrais partager avec le public et les panélistes concernant ce que fait le projet axé sur l'accès au financement. Merci grandement pour votre intervention et bravo pour tous ces efforts que vous faites et qui vont, je dirais, dans le bon sens. Je voudrais à présent me tourner vers Oxfam avec Madame Senabou Tiaï. C'est bien cela? Et avant tout, je voulais vous remercier. Je dois dire que Madame revient tout droit de la COP 28, mais en plus de cela, elle est à un atelier présentement c'est à Sali, c'est cela? Pardon? Popanguia. Donc, elle a dû venir spécialement pour ce panel. Merci pour cela. Je vous en prie, merci. Alors, Oxfam est à l'avant-garde de ce que Elena a appelé la justice climatique. Donc, vous œuvrez à la fois à promouvoir, n'est-ce pas, cette idée que la transition doit non seulement être équitable, mais bénéficier autant que possible aux femmes, mais en même temps, Oxfam est très actif dans tout ce qui est réduction du travail non rémunéré. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette question particulière en termes de l'expérience que vous avez acquise juste ici. Vous travaillez beaucoup avec, en soutien aux moyens de subsistance et à l'entrepreneuriat rural. Est-ce que de votre point de vue à vous, la finance verte pour le moment bénéficie suffisamment aux femmes rurales, aux petites, micro et moyennes entreprises, surtout celles dirigées par les femmes? Merci beaucoup, docteur. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Madame Diaby Seynabou Sindiaye, comme il l'a dit. Je suis conseillère genre et jeunes à Oxfam au Sénégal et point focal changement climatique. Mais j'ai aussi travaillé en tant que chargée des projets entrepreneuriat rural. Et effectivement, nous avons eu à travailler dans ce cadre à Oxfam. Et pour Oxfam, en fait, il y a un principe très important. Il n'y a pas de justice économique ou de justice sociale sans justice de genre. Et ça nous amène à parler aujourd'hui de cette thématique importante et d'actualité avec la COP qui est la finance verte. Et la finance verte ne bénéficie pas, en tout cas pas encore suffisamment aux femmes rurales et aux PME qui sont particulièrement dirigées par des femmes. Des recherches le montrent et aussi l'expérience du terrain l'indique clairement. Donc déjà, il y a une étude qui a été menée par Oxfam dans la région et qui montre que les femmes rurales et entrepreneurs ont un accès très limité aux services financiers verts en raison de plusieurs facteurs.
telles que les garanties, des garanties qui sont insuffisantes, des critères de crédit qui sont discriminatoires, un manque de sensibilisation aux opportunités disponibles, donc l'accès à l'information, et particulièrement les petites et moyennes entreprises qui sont dirigées par les femmes sont confrontées à des taux d'intérêt plus élevés. Cela s'explique par le fait que c'est des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas, comme je l'ai dit, cette inclusion financière-là et qui sont obligées de se retourner vers, pas les banques, mais les microfinances, et qui, à la fin du processus, ont des taux d'intérêt très élevés qui sont des obstacles structurels vraiment qui limitent leur accès à ces financements. Le rapport alternatif sur le financement climat 2023 qu'Oxfam a fait estime que seulement un tiers du financement international du climat dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ont des résultats en matière d'égalité et de justice de genre dans la conception de leurs projets. Donc, il faut dire que ce n'est presque pas pris en compte. Et cette proportion qui est déjà très faible ne représente que 2,9% du financement dans les projets dont l'objectif principal est l'égalité. Et donc, à ce jour, la plupart des, disons, projets ou d'actions climatiques n'accordent pas vraiment la priorité aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes, ou encore de manière plus accrue ignorent le rôle que les femmes jouent dans la recherche ou bien même dans la solution, dans les solutions climatiques. Une autre recherche que nous avons faite récemment ici à Oxfam au Sénégal sur les barrières d'accès au financement vert ont démontré des limites, au-delà des limites structurelles que les organisations de la société civile, les hommes, les femmes, avec toutes les intersectionnalités que nous avons en matière de justice sociale, en milieu rural, en milieu urbain, il y a vraiment des inégalités qui sont spécifiquement liées aux inégalités de genre, particulièrement, disons, les femmes, et qui montrent de manière globale, qui démontrent deux choses. Il y a des barrières à l'accessibilité, liées à l'accessibilité, donc dès l'entrée, et il y a des barrières liées aux compétences. Et concernant les barrières liées aux compétences, il y a à l'accès, il y a l'accès aux facteurs de production, que ce soit la terre, les outils de production ou le crédit. Donc les financements sont très souvent donnés sous forme de concessions qui nécessitent des garanties que les femmes n'ont pas. Tout le monde, sinon la plupart des gens dans cette salle, sait que les femmes n'ont pas accès à la terre dans nos communautés. Et même quand elles ont accès à la terre, elles n'ont pas accès à la bonne terre qui puisse leur permettre de devenir ou en tout cas de constituer une garantie. Elles sont souvent les groupes sont souvent informels, ce qui fait que l'accès n'étant pas direct comme le soulignait tout à l'heure la représentante d'ONU Femmes, ces organisations qui sont informelles n'ont pas accès à ces crédits, que ce soit un crédit ou en tout cas des fonds destinés comme Seed Capital pour les petites et moyennes entreprises. Il y a aussi la vulnérabilité qui est renforcée et exacerbée par le changement climatique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, et qui fait qu'en fait, elles ne correspondent pas particulièrement aux critères d'investissement des banques. Il y a l'accès aux opportunités financières, que ce soit au niveau des bailleurs, au niveau des organisations de la société civile et au niveau de l'État. Et il y a des contraintes spécifiques qui sont liées, par exemple, à la maternité, aux travaux de soins dont on parle, et qui ne facilitent pas l'accès aux opportunités professionnelles et économiques. Il y a de manière sociologique et sociétale le fait que les travaux de soins sont de manière globale administrés par les femmes dans les familles. Très souvent, on nous demande quel est le lien entre changement climatique et travaux de soins. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure, mais il y a de manière aussi globale le manque d'éducation, d'accès à l'information et d'alphabétisation qui est aussi un frein à l'accès à ces fonds. Il y a les procédures très très lourdes
de ces fonds verts particulièrement, tant pour les organisations de la société civile que particulièrement pour ces femmes qui déjà à l'entame, disons à l'entrée, ont ces barrières-là. Il y a une limite très importante et dont on a parlé tout à l'heure, c'est la représentation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap à des niveaux de prise de décision, de réflexion et de travail qui puissent leur permettre d'élargir les possibilités d'inclusion et d'accès à ces fonds. Il y a leur participation aussi, comme je l'ai dit, à des niveaux spécifiques et des barrières sociologiques et normes culturelles qui font que les femmes ne sont pas assez dans les partis politiques ou en tout cas pas à des niveaux de décision, que ce soit dans les structures étatiques, dans les ASC, dans les clubs au niveau communautaire et aussi l'intersection jeune dans la problématique de la justice de genre, les jeunes qui n'ont pas de voix devant les adultes et ça se ressent le plus au niveau communautaire. Et c'est important, en tout cas pour Oxfam, dans le travail que nous faisons. Nous travaillons vraiment beaucoup après avoir remarqué en fait toutes ces disparités, à faire un plaidoyer, à travailler en fait sur les réformes des politiques financières, notamment les mécanismes de garantie qui sont adaptés au contexte des femmes rurales et entrepreneurs. Nous encourageons également la création de produits financiers spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des femmes, particulièrement dans le secteur rural, afin de soutenir leur autonomie économique et surtout renforcer leur résilience face aux chocs du changement climatique. Et il est important, nous travaillons sur le plan stratégique au niveau macro et au niveau micro. Il est urgent de décoloniser la problématique des finances climat. Quand on parle de la décolonisation des finances climat, c'est qu'on est face à une structure qu'il faut démanteler pour que ces fonds-là puissent arriver aux personnes et aux structures, aux groupes qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, nous parlons des femmes, mais nous pouvons parler de beaucoup d'autres groupes, particulièrement les pays francophones ou d'autres. Il est important de rendre plus inclusif ce système d'accès des fonds. La décolonisation prend en compte le respect et la prise en compte de l'importance et des défis premiers des pays et des femmes que nous sommes. La problématique de l'adaptation en premier avant de parler de la mitigation. Il est important aussi d'envisager cela de manière systémique et intersectionnelle pour voir quels sont les nœuds, quels sont aujourd'hui les points qui font que les femmes sont plus, disons, vulnérables face au changement climatique, parce que cet impact différencié du changement climatique a été vraiment scientifiquement prouvé et empiriquement éprouvé aujourd'hui. Et enfin, juste toujours dans la décolonisation qui est importante, il est important de faire, le lien existe déjà, mais de mettre un point d'honneur à ce que cela soit pris en compte non seulement au niveau national, mais dans les négociations internationales. Le lien entre le travail des soins, le lien entre l'autonomisation économique des femmes et la problématique des pertes et dommages. Et c'est en ce sens qu'on va parler de la décolonisation pour que les pays pollueurs sachent que, en fait, cette sémantique de solidarité n'existe pas, c'est une responsabilité historique. Et en cela, il va falloir faciliter aux communautés, aux groupes les plus vulnérables, l'accès à ces fonds. Globalement, voilà ce que je voulais partager avec vous dans le travail que nous faisons. Merci grandement pour cette brillante intervention très très riche, qui consistait non seulement en un partage d'expérience, le partage des résultats de certaines recherches conduites par Oxfam, mais aussi certaines des initiatives et des actions que vous entreprenez pour faire bouger les lignes. C'est très intéressant parce que votre intervention va nous permettre de passer à M. Alioune de la Banque agricole. Vous avez soulevé la question de l'accès au financement, la question des conditions, mais aussi la question même de la mesure dans laquelle
les modes de financement qui sont proposés répondraient ou correspondraient aux réalités locales. Alors, Monsieur Alioune, la Banque agricole, c'est un gros joueur de l'écosystème sénégalais en matière de financement, d'accès au financement, notamment pour ceux qui sont traditionnellement, entre guillemets, marginalisés. Exactement. Alors, vous avez entendu ce que notre collègue de Oxfam dit, le plaidoyer qu'elle fait. Du coup, nous avons envie de vous demander, au niveau de la Banque agricole, est-ce que vous êtes actif dans ce secteur des financements verts? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce que vous avez une stratégie qui cible spécifiquement les femmes et ou les petites et moyennes entreprises, notamment celles dirigées par les femmes? Merci bien, docteur, et merci pour avoir convié la Banque agricole à cette importante rencontre qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de partager certaines préoccupations, mais aussi de permettre de communiquer sur ce que la banque est en train de faire, particulièrement sur ce segment financement vert et la question donc des femmes. Je crois que mes deux prédécesseurs m'interpellent, parce que aussi bien la GIZ que l'Oxfam, l'accès au financement, je crois que c'est une question centrale. Si on demande à la banque, si nous intervenons au niveau de la finance envers les femmes, mais aussi adresser les questions de changement donc, sur le plan environnemental, climat et autres, je dis oui parce que rien que notre cœur de métier qui se trouve être l'agriculture est assez particulier parce que non seulement c'est un secteur qui est fortement impacté par les aspects de changement sur le climat, mais également c'est un secteur au niveau duquel les femmes s'activent donc majoritairement. Donc raison pour laquelle la banque a très tôt pris conscience donc de cet aspect et les différentes barrières qui ont été relevées par mes prédécesseurs, nous les avons intégrées parce que je crois que Mme Manfatou disait que nous sommes déjà dans le programme de coaching sur le green banking. Donc c'est des études que nous essayons de capitaliser en notre sein et raison pour laquelle la banque a pris sur la décision d'aller à l'accréditation au fonds vert. Et Madame de Oxfam l'a évoqué, c'est des processus qui sont relativement longs. Nous, ça nous a pris 3 années et demie et il paraît que nous faisons partie des institutions les plus rapides parce qu'en moyenne, l'accréditation peut prendre en moins de 5 ans. Mais la banque a pris sur elle-même de mettre des ressources sur l'accréditation et Dieu sait, heureusement qu'on a été accrédité depuis 2020. Et l'objectif se trouve à 2 niveaux fondamentalement. On sait que ces femmes sont déjà des acteurs entre guillemets particuliers parce qu'il faut avoir une offre qui sera adaptée par rapport à leur statut, mais aussi une offre qui sera adaptée par rapport à l'activité qu'elles mènent. Et nous savons tous aujourd'hui, si on parle du secteur financier au Sénégal, il y a un aspect qui relève fondamentalement, c'est le taux qui est très élevé et la durée de remboursement qui est relativement courte. Et ces 2 paramètres font qu'aujourd'hui, la banque est allée essayer d'aller chercher des fonds, ce que nous appelons, nous, au niveau du secteur financier, des fonds concessionnels. Pour adresser ces 2 barrières-là, avoir une maturité des financements qui sera longue, ça veut dire qu'une durée de remboursement sur plusieurs périodes, sur plusieurs années, autant pour moi, mais aussi des taux relativement bas. Donc, c'est ces 2 aspects qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir lever des ressources au niveau du fonds vert pour pouvoir adresser cette cible qui a ses particularités. On a fait plus. On s'est rendu compte que par rapport à ces acteurs, par rapport à leur statut, des fois le crédit ne peut ne pas être adapté. On a besoin de ce que les économistes appellent the big push, donc quelque chose qui va créer le déclic pour permettre à ces secteurs-là ou bien à ces acteurs d'être sur la trajectoire de développement. Nous sommes en train aujourd'hui d'aller vers l'accréditation au fonds d'adaptation. Parce qu'au niveau du fonds d'adaptation, au niveau du fonds vert, nous sommes accrédités pour du crédit, mais nous essayons d'être accrédités au niveau du fonds d'adaptation pour pouvoir lever à ce niveau aussi des subventions. Cela va nous permettre de faire quoi? Cela va nous permettre de faire du blending. Peut-être qu'après les questions et dans la deuxième phase, on pourra y revenir parce que nous, on se dit qu'il nous faut mettre en cohérence, qu'il nous faut mettre en mesure, qu'il nous faut mettre en synergie l'ensemble des instruments financiers pour pouvoir offrir à ces secteurs-là l'offre la plus adaptée et l'offre qui va être plus pertinente pour leur permettre vraiment de déclencher ce trajectoire de développement-là. On a développé au niveau de la Banque agricole une stratégie genre. Toutes ces problématiques qui ont été évoquées,
comment essayer d'offrir à ces secteurs-là une offre beaucoup plus adaptée, comment prendre en considération leurs préoccupations, tout ça, on l'a mis dans un document qui nous permet d'avoir de la visibilité et de pouvoir agir en cohérence. Et aujourd'hui, depuis hier, une de mes collègues qui est notre expert, donc genre, est avec vous. Donc c'est rare de voir dans les institutions financières donc, de tels postes qui sont donc, adressés donc, ou bien qui sont dédiés carrément aux femmes. Tout ça, c'est pour prendre en considération, pour avoir quelqu'un qui travaille en temps plein, quelqu'un qui va s'occuper donc, de ces problématiques-là pour nous proposer des solutions qui nous permettraient donc, d'aller de l'avant. On a aujourd'hui, au niveau de la Banque agricole, je crois que Madame l'a évoqué, on a essayé de développer et nous essayons de développer des produits qui sont spécifiques aux femmes. Donc, des produits qui permettront d'adresser leurs besoins. Et un des produits que nous avons essayé donc de lancer, c'est un produit d'épargne pour permettre d'accéder au crédit. Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, en réalité, ont une génie que les gens ne soupçonnent pas très souvent. Quand on regarde un temps soit pour la manière dont leur tontine fonctionne, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi ne pas tirer avantage de ça pour leur permettre d'accéder davantage donc, au crédit? Donc, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur des produits qui peut-être ne sont pas spécifiques aux femmes, mais qui permettent d'alléger le travail des femmes et qui permettent de mettre la femme dans des conditions les plus adaptées. On est en train de travailler sur des produits eau et assainissement. Pour celui qui connaît la banque agricole avec comme cœur de métier l'agriculture, aujourd'hui, nous sommes en train d'amener dans les ménages l'adduction d'eau potable, mais aussi de construire des latrines au niveau donc, de ces ménages-là. Notre philosophie, c'est de sortir des exploitations agricoles et maintenant de rentrer dans le ménage. Parce que la finalité que nous visons, c'est aujourd'hui améliorer le bien-être donc, de ces ménages-là. Donc ces produits sont en train de développer. On est en train aussi de lancer un produit sur le biogaz. Qui parle de biogaz, nous savons tous que la plupart des maladies avec le fumier que les femmes respirent donc dans leur cuisine avec le bois de chauffe, ça contribue à la dégradation de leur santé. Aujourd'hui, nous impulsons dans ces ménages-là le produit de biogaz qui permet aussi bien à la femme de pouvoir avoir des revenus donc, monétaires à travers l'engrais organique, mais aussi d'avoir du gaz pour adresser ces problématiques en termes de besoins en énergie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de lancer. On a lancé des produits qui portent sur l'énergie solaire dans les exploitations agricoles. On sait tous la pénibilité donc, du travail au niveau de ces exploitations-là, liées donc, à l'arrosage. On est en train de faire pénétrer l'énergie solaire donc, au niveau donc, de ces ménages-là. Je passe très rapidement, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir par la suite. On négocie avec la plupart de nos bailleurs des lignes de crédit qui sont spécifiquement dédiées aux femmes. Aujourd'hui, on a un fonds cohésien au niveau donc, de la banque agricole qui ne finance que les femmes, exclusivement, et avec un taux d'intérêt qui tourne autour entre 3 et 6% de taux d'intérêt, alors qu'en moyenne, le taux d'intérêt au niveau de la banque peut aller jusqu'à 12%. Donc vous voyez que c'est une discrimination positive que nous faisons avec les bailleurs en essayant de mobiliser donc, ces lignes de financement-là. On travaille beaucoup avec l'ADER. Qui connaît l'ADER, c'est que donc il y a un bon volet donc qui est porté sur les femmes pour pouvoir faciliter les accès donc au financement. Madame a parlé d'un certain nombre de barrières. Quand on prend une des barrières, à savoir très souvent l'apport qu'on demande ou bien les conditions pour accéder au crédit, ce que nous faisons pour lever ces barrières-là, c'est de développer le partenariat au niveau de la banque agricole. Et l'une des solutions, c'est aujourd'hui aller vers les partenaires qui disposent des ressources pour mobiliser des ressources sous forme de subventions qui permet aux femmes des fois d'avoir ces apports-là ou bien de lever certaines barrières, mais aussi de mobiliser parfois un fonds de garantie qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'appétence donc à financer ces cibles qui sont parfois beaucoup plus vulnérables. Parce que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que nous aussi, on a le régulateur qui nous suit. Donc il y a des règles prudentielles pour lesquelles on ne peut pas passer outre. Donc voilà. Donc, mais je crois que, et ça c'est un appel que je lance à tous les bailleurs qui disposent de ressources financières, qui sont adressées aux femmes, venez nous voir. Nous, en faisant ce blending-là, on peut vous proposer des solutions qui sont pertinentes pour vraiment mettre ces femmes-là sur la trajectoire de développement. Je vais finir par ça et par la suite, on pourra peut-être creuser davantage donc, les aspects que j'ai évoqués lors des questions-réponses. Moi qui vous parle, je suis un responsable suivi et évaluation. Dans aucune banque de la place, vous ne verrez un responsable suivi et évaluation. Et je fais bien les choses, je viens du ministère de l'Environnement, j'ai beaucoup de collègues dans la salle, et je viens aussi d'un projet de développement qui portait sur le renforcement de la résilience. Donc ce n'est pas un financier pur et dur que vous voyez devant vous, c'est quelqu'un qui a déjà cet ADN donc, du développement, qui comprend très bien les préoccupations de la femme. Et raison pour laquelle aujourd'hui dans la banque agricole, nous suivons des indicateurs qui sont dédiés aux femmes. Et la plupart de nos bailleurs maintenant même nous les imposent. Quand nous recevons une ligne de financement, parfois on nous dit un certain pourcentage doit être dédié aux femmes.
Quand vous faites vos reporting, il faut faire ressortir la dimension genre, notamment des questions qui sont liées aux femmes. Ça, on ne l'avait pas. Les banquiers, les financiers purs et durs n'avaient pas cette préoccupation-là. Mais par contre, en ayant un responsable de suivi et évaluation au sein de la banque, ces préoccupations maintenant sont ressorties dans tous les rapports que nous faisons, dans toutes les activités que nous développons, pour dire qu'aujourd'hui, la question de la femme est au cœur de l'activité donc, de la Banque agricole. C'est sur ces mots, docteur, que je voulais m'arrêter pour ne pas faire long, et peut-être dans les questions-réponses, on pourra développer beaucoup plus en profondeur. Merci bien. Merci grandement. C'est vraiment excellent ce que vous faites, et j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Vous avez touché à des concepts probablement sur lesquels vous allez revenir maintenant, le blending des ressources. Vous avez touché non seulement la stratégie, mais aussi sa mise en place. Comment vous y prenez pour rendre compte des actions que vous entreprenez. Et j'ai été encore plus touché de voir que, même en tant que banque et donc secteur privé, vous prenez déjà en charge la problématique de ce colloque. Parce que lorsque vous investissez, par exemple, dans l'accès ou la disponibilité de l'eau au niveau du ménage, vous investissez dans la disponibilité de l'énergie au niveau du ménage, cela déjà contribue à la réduction de la charge de travail non rémunérée de la femme, et on est en plein dans, n'est-ce pas, le thème de cette conférence. Donc c'est dire que vous êtes à l'avant-garde même des enjeux. Et peut-être on peut tirer profit de votre expérience à la fois en tant qu'expert de développement avant de devenir financier. Pour avoir votre avis, quel type de mécanisme est-ce qu'il faudrait mettre en place pour permettre finalement à ces financements verts d'avoir un plus grand impact sur les femmes, que ce soit les femmes en milieu rural ou les femmes porteuses de projets, micro, petites et moyennes entreprises? Merci bien, docteur. Ce que nous disons au niveau de la Banque agricole, c'est qu'on est dans un écosystème avec plusieurs acteurs. Et pour nous, chaque acteur doit jouer sa partition. Il y a des acteurs comme la Banque agricole qui doivent agir au niveau du financement. Ces gens doivent travailler beaucoup plus sur le financement. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus experts sur certains aspects qui viennent en amont du financement. Ces gens doivent travailler sur ces aspects-là, je vais y revenir. Et il y en a d'autres qui sont en aval du financement. Ces gens doivent se limiter à ces aspects-là. C'est un peu bizarre quand tu vois un seul acteur vouloir adresser toutes ces problématiques-là, ce qui devient très compliqué parce que quand je prends l'exemple du financement, le financement c'est un métier. Et quand au moment où vous vous rendez compte que le financement c'est un métier, c'est quand il va se poser des problématiques de recouvrement. Donc, et pour nous, fondamentalement, pour créer ce déclic, les femmes ont un potentiel énorme. Mais nous, on se dit qu'il faut des acteurs d'abord en amont qui permettent de formaliser ces femmes, de les organiser, de renforcer leurs capacités et de les accompagner sur le plan technique. Pourquoi il faut formaliser les femmes et les organiser? Et quand les gens viennent en ordre dispersé, ce sera difficile aux banques de pouvoir adresser leurs besoins et même ils n'auront pas ce potentiel ou bien ce pouvoir de négociation-là. Parce qu'une seule personne qui vient, qui demande un montant qui à la limite est du microcrédit, cette personne est un peu dans l'urgence. Donc tout ce qu'on va lui proposer, elle risque d'accepter ça. Mais quand les femmes sont organisées, ce que j'appelle en groupement, en GIE, il y a une force de négociation, mais aussi il y a cet appétit de la banque, il y a ce que nous appelons cette caution solidaire qui va pouvoir être mis en jeu. L'autre aspect, c'est de former les femmes. Parce que pour mener une activité, il faudrait que la personne puisse maîtriser donc, cette activité-là. Aujourd'hui, nous, on a été coachés par la GIZ pour faire du green banking. Donc, on est dans ces logiques de renforcement de capacité. Et ça permet aussi de minimiser les risques parce que quand vous maîtrisez votre activité, vous minimisez les risques parce que vous rendez l'activité beaucoup plus bancable. Il faut essayer de les accompagner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi très souvent les banques ne financent pas donc, ces femmes-là ou bien certains cibles, c'est parce que des fois, les dossiers qui parviennent aux banques ne sont pas des dossiers bancables. Donc,
le banquier, à un moment donné, va faire un raisonnement très mercantile. C'est des financiers, c'est de regarder le taux donc, de rentabilité, les flux de trésorerie, si la personne n'est même pas capable de monter un dossier dans ce sens-là. Et j'ai bien aimé mes deux précédents qui disaient qu'il y avait des formations, il y a des accompagnements qu'ils font pour ces acteurs-là, pour leur permettre d'arriver à ce niveau. Donc je dis organiser, parce que quand la personne est dans l'informel, c'est difficile de travailler avec des institutions financières. Former, parce qu'il faut que la personne maîtrise déjà l'activité qu'elle est en train de développer, les accompagner techniquement s'il faut monter des dossiers, s'il faut aller vers les institutions financières pour pouvoir les accompagner. Ça, il y a des acteurs qui doivent faire ça. Maintenant, sur le plan financier, les acteurs qui doivent travailler sur le plan financier n'ont qu'à essayer maintenant d'adresser les demandes qui vont leur être soumises. Et c'est ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, comme vous dites, pour amplifier davantage, nous devons essayer d'aller vers les bailleurs qui nous permettront de lever des lignes de financement qui seront spécifiques donc, à ces femmes-là, de développer des produits, vous l'avez dit, qui sont spécifiques donc, à ces femmes, mais surtout de créer cette génie financier, donc de créer cette blending, de savoir que pour que ce financement soit allégé pour la femme, je peux mettre, et je l'ai fait sur les pompes solaires que j'ai évoquées, je peux mettre du crédit, je mets de la subvention, je cherche des bailleurs sur les pompes solaires. Je suis allé chercher des bailleurs de mon propre chef, des bailleurs qui peuvent financer les femmes, qui peuvent subventionner la pompe jusqu'à 20% donc pour les femmes. Je cherche un fonds de garantie, ce qui crée beaucoup plus d'appétence pour la banque parce que si j'ai des pertes, je pourrais me faire récupérer. Donc ça veut dire que les femmes qui étaient vulnérables ou bien qui n'étaient pas éligibles dans un système classique, ça me donne beaucoup plus d'appétit de pouvoir maintenant donc, les financer parce que j'ai un fonds de garantie. Et je fais du renforcement de capacité donc, dans ce programme. Donc, vous savez que donc, nous, financiers, on peut essayer d'amener donc, tous ces genres donc, de mécanismes financiers-là pour rendre le financement beaucoup plus allégé. Voilà beaucoup de choses. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, il y aura maintenant ce que j'ai dit, j'allais dire after le financement, mais après le financement. Aujourd'hui, je crois que le Sénégal, on est très fort si on prend le domaine de l'agriculture pour maîtriser la production. Mais après la production, qu'advient-il de l'accès au marché? Qu'advient-il d'avoir un bon prix, un meilleur prix? Ce qui pose toute la question donc, de la transformation, du conditionnement, donc, n'est-ce pas, et d'ouvrir les marchés à ces femmes-là. J'ai dit en amont, nous, on vient faire le financement, il y aura des acteurs qui doivent venir en aval pour travailler, pour faciliter l'accès à ces marchés aux femmes, pour leur permettre de ne pas brader leur production, pour leur permettre rien que de présenter le produit dans des normes hygiéniques et dans des normes sanitaires qui permettront à tout un chacun de pouvoir vouloir acheter donc ces produits-là. Voilà plusieurs réflexions que nous sommes en train de mener. C'est pour ces raisons que je disais que les acteurs qui sont aujourd'hui dans le développement, venez nous voir, je crois que de façon collégiale et d'un commun accord, on peut développer des programmes, on peut développer des mécanismes sur toute la chaîne de valeur qui nous permettait de sécuriser et de permettre à ces femmes-là d'être beaucoup plus résilientes. Merci bien. Merci grandement. Non, vraiment, c'est excellent. Et votre main tendue, je pense que le message est bien passé. Merci pour cela. Dans votre intervention, vous avez parlé de la nécessité de collaborer avec les autres acteurs de l'écosystème, du fait que chaque acteur a sa partition à jouer. Là-dessus, j'aimerais revenir vers Mme Fatoundiaï de GIZ. GIZ travaille beaucoup, de ce que je sais, à accompagner, n'est-ce pas, le long de la chaîne de valeur, mais de façon beaucoup plus générale, comment est-ce que vous vous y prenez pour collaborer avec les acteurs de l'écosystème pour adresser le genre de problèmes qui se posent? Madame? Oui, pour la synergie entre les acteurs de l'écosystème, le docteur, oui. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs de profils très différents, parce qu'il y a les acteurs du secteur privé, il y a les acteurs du secteur public aussi. Nous avons essayé de regrouper tous ces acteurs-là et de les mettre en synergie et de voir les zones d'intervention et d'éviter un peu les redondances et qu'il y ait des chevauchements entre eux. Donc la plateforme digitale, qui est l'objectif premier de ce projet, c'est en fait de digitaliser tout le processus de financement de la PME, y compris la micro et la TPME, en donnant à chaque acteur le réel pouvoir de jouer sa partition dans le financement. En quoi faisant? La PME est accompagnée dans son processus de maturation, dans sa phase de formalisation. Mais les cabinets de conseil, les SAE, qui sont agréés par la Banque centrale et qui sont
sous la direction du DPME, le directeur des petites et moyennes entreprises, qui pilote le CISAE, c'est-à-dire le Comité national du dispositif de suivi de soutien des petites et moyennes entreprises, de jouer leur rôle pour permettre à la PME d'accéder aux commandes publiques. Parce que les PME sénégalaises ont du mal à accéder aux commandes publiques. Tout ça, c'est des acteurs que la GIZ a essayé de mettre autour d'une table pour pouvoir échanger et voir quoi faire. Donc cette plateforme est une réponse à toute cette mise en cohérence-là, parce que chacun des acteurs va jouer son rôle comme il se doit, et aussi le cadre de concertation qui est parrainé par la Banque centrale va permettre aussi à tous ces acteurs-là de jouer leur rôle. En quoi faisant? Il y aura des identifications pour les 9 points, pour le plan de renforcement massif, comme j'ai eu à le souligner tout à l'heure, à identifier au bout de tous les travaux 9 projets de réforme qui vont être mis en œuvre à travers le PAP 3, le plan d'action prioritaire. Et ça va permettre, et nous, la GIZ, on est en train d'appuyer la mise en œuvre des 2 réformes, sur le contenu local, mais aussi sur l'accès aux ressources pour les institutions financières et aussi renforcer la communication autour du dispositif de financement, de soutien au financement des PME-PMI. Parce que les PME, l'information peut ne pas être disponible au niveau des banques, mais aussi les PME n'ont pas des fois l'information qu'il existe tel ou tel programme, ou bien il faut faire cela ou ceci pour avoir un financement. Donc c'est tout cela que la GIZ a essayé de faire pour un peu booster le financement et améliorer l'accès au financement. Excellent. Félicitations pour tous ces efforts, madame. Alors, pour finir avec les interventions sur le panel, je vais me retourner vers Oxfam, madame Senabou, une fois de plus. C'est clair qu'il y a des efforts qui sont faits. Nous avons entendu la Banque agricole, nous avons entendu GIZ. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que la charge de travail de la femme au niveau de son foyer soit finalement un frein, un obstacle qui puisse l'empêcher de bénéficier de tous ces efforts qui sont en train d'être déployés? Quelle stratégie vous voyez? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Merci beaucoup, docteur. Je voudrais juste rapidement vraiment dire aux représentants de la Banque agricole, effectivement, ils font cela parce que nous-mêmes, Oxfam, nous avons nos fonds de garantie là-bas pour accompagner des petites et moyennes entreprises. Et en l'occurrence, une des entreprises qui travaille sur les métiers de la petite enfance, donc les travaux de soins. Donc merci pour pour cet esprit avant-gardiste. Et effectivement, docteur, la charge de travail des femmes, en particulier les travaux de soins, peuvent, disons, interférer forcément avec nos efforts qui visent à positionner les femmes à l'avant-garde de l'action climatique. Nous, à Oxfam, nous reconnaissons que c'est un défi complexe et nous proposons des solutions intégrées basées sur des évidences de recherche, mais aussi des expériences de terrain. Nous allons revenir à ça. Il y a un document d'information intitulé « Time to Care » ou « Celle qui compte » qui identifie le changement climatique comme l'une des causes de la crise des soins et qui note que le changement environnemental et climatique exacerbe les charges et les inégalités du travail de soins non rémunérés. Donc, les études montrent que les femmes ont un rôle prépondérant dans les activités de soins et que l'impact différencié du changement climatique en ce sens fait qu'elles sont les premières à ressentir et de manière disproportionnée les impacts de ce défi. Rapidement, très souvent, on me demande, mais en quoi, comment le changement climatique interfère ou comment les travaux de soins interfèrent sur le changement climatique. Prenons un exemple très basique. La femme dans nos communautés est celle qui doit chercher l'eau. L'eau est la ressource qui est le plus affectée par l'impact du changement climatique. La femme qui doit aller chercher de l'eau, par exemple, à 2 km, et à qui ça prenait 20 minutes de faire l'aller-retour, prendre l'eau pour les travaux ménagers, laver, cuisiner et tout. Si la ressource en eau maintenant est à 10 km et qu'il lui faut 1 heure, 2 heures de temps pour le faire, cette dame, elle allait puiser l'eau, revenait,
mettez au feu le petit déjeuner, s'occuper des enfants, prépare le repas, s'occupe des vieilles personnes, nettoie la maison, gère son jardin potager d'où elle tire certains produits pour manger, mais aussi pour vendre. Alors, cette dame qui devait faire 20 minutes, si elle doit faire maintenant 2 heures de temps, est-ce que vous voyez l'impact que cela peut avoir sur le soin du bébé ou des enfants de la maison? La cuisine qu'elle doit faire, qui sera en retard ou qu'elle ne pourra pas faire. Est-ce que vous voyez l'impact sur les soins qu'elle donne aux personnes du 3e âge, donc aux vieilles personnes de la maison, sur l'entretien de la maison, sur l'entretien de son jardin potager qui est non seulement un moyen pour elle d'assurer la sécurité alimentaire, une partie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa famille, mais aussi une source de revenus pour elle. Et maintenant, on ne parle pas encore de la santé de la femme, mais un point très important sur le plan sociologique, l'impact sur sa vie conjugale. Cette dame-là, à la fin de la journée, qui doit s'apprêter pour son mari, quel est l'impact. Donc, est-ce que vous voyez en fait toute la chaîne que cela fait? Et là, nous n'avons même pas le temps d'aller en profondeur dans l'impact comment les travaux de soins exacerbent, ou bien comment le changement climatique exacerbe les inégalités, ou bien en tout cas la charge de travail des femmes. Et donc, c'est juste, en fait, c'est important de démêler les différentes intersections entre les impacts climatiques et les soins afin d'avoir une compréhension plus pointue et de pouvoir apporter des réponses idoines. Donc, vous avez vu tantôt qu'on a parlé de soins directs aux personnes, donc le bien-être des enfants, des personnes âgées, des autres membres de la famille proche, des soins indirects, donc le travail domestique, fourniture de ressources, maintien des conditions domestiques, donc propres et viables, et des soins environnementaux, donc entretien des biens communs, maintien des moyens d'existence au-delà du ménage privé. Et là, aujourd'hui, rapidement, une solution, sinon la solution de manière globale, réside dans une approche holistique qui intègre le travail de soins dans la planification des initiatives climatiques. Et nous, à Oxfam, nous préconisons l'adoption de technologies vertes et de pratiques agricoles durables qui réduisent la charge de travail des femmes tout en favorisant la résilience climatique. Et nous plaidons pour des politiques sociales favorisant la répartition équitable des responsabilités domestiques entre les membres de la famille, pas simplement entre les genres. La sensibilisation communautaire et l'engagement des hommes dans la lutte contre les inégalités de genre qui doivent être au cœur, qui sont au cœur de notre approche, mais aussi renforcer l'éducation en promouvant des modèles de rôle égalitaires, équitables, et qui visent à créer un environnement qui libère les femmes pour qu'elles puissent contribuer activement à l'action climatique et au-delà au développement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'impacts. Nous pourrons revenir, je ne sais pas si le temps nous le permet, nous pourrons revenir à ça tout à l'heure dans les questions, si vous voulez. Donc, il y a des impacts liés vraiment à la sécurité alimentaire, à la menace pour la santé, à la pauvreté, à l'insécurité énergétique, donc à la pénurie en eau, et au conflit. Il nous faut vraiment beaucoup de temps pour arriver à entrer vraiment dans les détails, mais le travail de soins est très, sinon trop entremêlé aux impacts du changement climatique et aux problématiques de développement. Je vais rapidement en arriver aux solutions qui, je pense, sont plus importantes. Pour nous, il y a ce que nous appelons les 5 R, et la reconnaissance de l'importance de ces travaux de soins et de leur prise en charge, la réduction de ces travaux de soins, la redistribution non seulement entre les hommes et les garçons, mais aussi entre l'État et le secteur privé en matière, disons, de responsabilité, voire co-responsabilité, la récompense et la représentation, pour que ces femmes-là puissent porter elles-mêmes leur propre voix et les porter plus haut. Il est important pour cela un changement de système.
Et la crise économique et la crise climatique, comme je l'ai dit tantôt, sont très liées et un changement radical de système est nécessaire. Donc le rapport d'Oxfam sur l'inégalité climatique fait en 2019 montre que les 1% de super riches sont responsables de 16% des émissions mondiales de carbone, ce qui équivaut aux émissions des 66% les plus pauvres de l'humanité, 5 milliards de personnes. Et tantôt, je parlais de la décolonisation de cette question. Ceux qui polluent le plus ne doivent pas être ceux qui déterminent comment l'argent qu'ils ont posé sur la table pour réparer doit être utilisé. Il est important d'avoir une approche intersectionnelle et centrée sur les travaux, le lien entre les travaux de soins et la justice climatique. Il est important, comme le disait tout à l'heure la représentante de NUFEM, de pousser la recherche. Il est important d'avoir des évidences claires, probantes, pour comprendre les liens entre les soins, les travaux de soins et le changement climatique, ce qui va nous permettre de faire et de porter des plaidoyers forts, mais aussi d'apporter des réponses par l'action qui sont vraiment efficientes. Il est important d'augmenter les investissements publics basés sur la fiscalité dans les soins et les emplois verts liés aux soins. Il est important de mettre en œuvre des réformes foncières et de renforcer les droits des communautés autochtones sur les terres et les ressources en eau, les biens communs des communautés, y compris l'accès aux forêts. Il est important de comptabiliser les soins dans la comptabilité des pertes et dommages. Quand on parle de la prise en compte du travail de soins dans les pertes et dommages, les soins doivent être considérés comme un droit humain et comme ce que nous pouvons appeler public good, un bien, oui, je ne pense pas que la traduction, oui, voilà, un bien commun, peut-être comme ça. Et les pertes et dommages, terres, culture, forêts, en matière de sécurité alimentaire, de santé et immatérielle. Donc l'augmentation de la charge de travail, on n'en parle pas. Cette charge mentale, l'impact sur la santé, y compris mentale, les pertes de moyens de subsistance devraient être inclus dans le calcul des pertes et dommages. Il est important de reconnaître la contribution majeure des femmes dans le travail des soins et l'impact de la surcharge du travail des soins sur leur temps, sur leur santé, leur bien-être, leur travail rémunéré et bien d'autres possibilités qu'elles devraient avoir. Il est important d'inclure les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les jeunes dans la prise de décision, à l'accès équitable, les mécanismes pour être plus proche de la communauté. L'intégration d'une mesure de l'épuisement. Les femmes sont épuisées mentalement. Il l'a dit, je reviens de la COP. Je suis arrivée vendredi nuit. Je suis allée à Popenguine dimanche. J'ai quitté Popenguine ce matin à 6h. Je dois retourner. Ce n'est pas ça la charge, en fait. Déjà, ça, c'est difficile, mais ce n'est pas ça la charge. Je voyage avec mon bébé de 11 mois. Parce que pour moi, il ne doit pas être un frein à mon évolution, mais il n'a pas aussi à subir mes choix professionnels. Et il allaite. Donc, même si son papa, qui participe pleinement, heureusement, il ne m'aide pas, il participe, il fait sa part, heureusement, mais il ne peut pas le prendre avec lui parce que c'est un bébé. Il tète. Et la nature a fait que c'est moi qui peux lui donner le sein. Donc les femmes sont épuisées. L'épuisement physique aujourd'hui n'est rien à la charge mentale que j'ai à pouvoir gérer. Et j'ai dû ramener ma petite fille de 3 ans à Popenguine parce que quand je partais, elle pleurait tellement. Elle m'a dit, mais maman, maman, je veux rester avec toi. Tu es partie 3 fois parce que j'ai enchaîné 3 missions. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Et moi, je fais partie des privilégiés. Je fais partie des privilégiés de cette société. Cette femme, quand on parle d'intersectionnalité, qui est en milieu rural,
qui va peut-être m'envier mon salaire, moi je lui envie quelquefois son temps qu'elle a de passer ça avec sa famille. Donc, est-ce que c'est important vraiment toutes ces émotions-là, c'est des émotions, toutes ces difficultés-là auxquelles les femmes sont confrontées, le changement climatique exacerbe ça. Et c'est important de prendre ça en charge, en compte dans tout ce qui est problématique de finances, mais aussi de pertes et dommages. Les fonds doivent être mis de côté pour construire des infrastructures et un système de soins en tant que priorité immédiate. Accès à l'eau, à l'assainissement, félicitations à la Banque agricole, aux écoles, aux dispensaires, etc. Donc les services essentiels. Il est important de renforcer le rôle des organisations d'entraide, de la société civile et des organisations civiles communautaires. Il est important de renforcer tout ce qui est programme WASH, la protection sociale des femmes et la sécurité alimentaire. Je vais finir par ce point qui va peut-être fâcher Jérôme. Il est important de mettre des financements directs à la disposition des groupes marginalisés au niveau communautaire et contrôler l'accès des fonds. L'approche intersectionnelle des soins, elle est importante. Le genre, la race, la migration, l'âge. Imaginez toutes ces femmes dont les maris ont pris les bateaux. Comment elles doivent se sentir? Quelle charge encore de soins est sur leurs épaules. Et enfin, le point avec lequel je vais terminer, des alternatives féministes sont nécessaires pour placer les soins et le bien-être au centre des préoccupations plutôt que la croissance et le PIB. Je vous remercie. Bon, je pense que Oxfam a tout dit. Donc, est-ce que nous pouvons prendre 2-3 questions? 4 questions maximum. Docteur Muriel a dit 4 questions maximum. Donc, je vois 1, 2, 3, 4 là-bas. Ici. Merci beaucoup. En tout cas, on est subjugué par l'ensemble du panel. Oxfam est au cœur de ce que nous sommes en train de dire et de réfléchir. Parce que d'abord, au plan central, il y a une problématique stratégique qui se pose actuellement. Nous pensons que nos pays doivent aller d'abord eux-mêmes à l'autonomisation, à la souveraineté. Et nous pensons que l'ensemble de nos partenaires ont conscience qu'ils doivent nous accompagner avec ça. Nous voulons rompre avec cet esprit de dépendance. Si nous parlons d'autonomisation des femmes, par rapport à cette question de soins, il faut d'abord clarifier la question de l'autonomisation ou de la souveraineté de notre pays. Ça implique une problématique importante de la synergie au niveau public. Il faut qu'on s'accorde qui est responsable et comment on traite les questions transversales et intersectorielles, donc la question du genre. Un autre élément qui me semble important, parce que je vois cette initiative du CRES, elle est essentielle, mais je ne rencontre pas ici les acteurs de la société civile qui sont au cœur de ces questions. Je ne vois pas, je ne sais pas s'ils sont là, le centre de suivi écologique. Je sais que Green, j'ai appelé, qui est une de mes organisations, n'est pas impliquée. Il y a le dialogue entre les acteurs de la société civile et ceux qui gèrent les politiques publiques, il est important et il faut qu'on arrive à étoffer tout ça. Il y a un autre point qui me tient à cœur. Quand on parle de financement des femmes, etc., on pense aux entreprises des femmes, mais on ne pense pas à un segment, tout ce segment d'encadrement des femmes, des communautés, des différents
acteurs. Aujourd'hui, on a moins accès au financement classique de la société civile. On parle de financement innovant, mais on ne trouve pas. J'essaie personnellement de relancer une organisation qui est l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, mais je ne trouve pas de partenaires preneurs. Or, on travaille également pour renforcer les capacités. Et par rapport à cette question de soins, on est au cœur des transformations et des stratégies. Et dans ce cadre-là, l'accès à l'information entre les hommes et les femmes, vraiment, il est différent. On n'a pas le même type d'accès à l'information de la part des hommes et des femmes. Et il y a un travail à faire sur la question de la communication, sur la question des indicateurs. Quand les politiques disent, quand on dit que le plan Sénégal émergent veut qu'on parvienne à une société sans discrimination égalitaire, où sont les indicateurs? Est-ce que dans les différents ministères, est-ce qu'on se réfère à cette stratégie, on prend en compte cet élément? Comment on le fait? On a peut-être des cellules gens et tout ce que c'est, mais est-ce que c'est suivi avec obligation de remplir ces indicateurs? Je crois qu'il y a un travail à faire. Et ce travail-là, la société civile a un rôle à jouer. Donc mon plaidoyer, c'est également d'intégrer, même au niveau, j'étais en train de me demander avec la Banque africaine et les autres, comment on peut faire pour accéder à ces financements et travailler à changer les réalités dans lesquelles nous sommes. Je vous remercie et félicitations. Merci, madame. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Moi, depuis hier, je me posais la question, j'avoue, je n'ai pas assisté à toutes les présentations, mais je me posais la question, pourquoi on parle d'autonomisation des femmes sans que l'on entende d'approche féministe, de cadre d'analyse féministe et de posture militante. Donc vraiment là, je suis dans la posture militante en termes d'enjeux, en termes d'épistémologie, donc l'épistémologie féministe qui accompagne tous ces processus de recherche-là et qu'on pourrait avoir dans les cadres d'analyse de toutes les recherches. Et donc j'étais contente d'entendre Seynabou évoquer à la fois des enjeux de façon très très claire, les enjeux auxquels on a vu la salle que tout le monde peut dire, ok, donc je comprends, je me vois là-dedans, mais c'est des enjeux qui sont analysés à partir d'une posture féministe intersectionnelle. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie des postures féministes lorsque l'on adresse ces questions-là. Et là, ça m'amène à l'élément central qui est que le patriarcat doit être remis aussi au cœur de ces conversations-là. Le patriarcat comme système, parce que les femmes ne sont pas un groupe, ne constituent pas un groupe vulnérable, elles constituent un groupe que l'on vulnérabilise. On les vulnérabilise en les excluant des espaces de prise de décision, en mettant une charge énorme de travail et en arrivant à un système tel que ce sont les femmes elles-mêmes qui vont reproduire ces dynamiques d'inégalité-là. Et c'est comme ça que le patriarcat continue à fonctionner et à les exclure. Donc je suis très très contente que des banques et des experts genre, mais est-ce que l'experte genre, la personne experte genre a la possibilité de faire des formations, des activités avec toutes les personnes pour que l'on travaille réellement dans les politiques à l'interne et les politiques aussi donc, sur les terrains avec lesquels on travaille. Je suis au ceci, by the way, je ne l'ai pas dit. Merci. Merci grandement, madame. Je pense avoir vu juste ici. Bonjour. Je me présente, c'est Fatou Niass. Je suis chef de division autonomisation économique des femmes et des jeunes au sein de la DER/FG. Donc, c'est un plaisir pour moi d'assister à ce colloque international. J'ai apprécié vraiment les interventions
Et il y a certaines interpellations, notamment tout à l'heure sur certains segments de la population, pour les financements qui leur sont dédiés. Donc, juste pour rappel, la DER/FJ est une initiative du gouvernement du Sénégal pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au niveau du Sénégal. Je pense que l'intervention de la DER dans les segments notamment les plus vulnérables et réels au niveau du Sénégal, et notamment pour les femmes. Donc je prends juste l'exemple du segment autonomisation des femmes et des jeunes, parce que la DER touche quand même pas mal de segments. On appuie l'autonomisation, on appuie les paiements TPE, mais aussi on est dans la structuration des chaînes de valeur. Pour ce qui concerne l'autonomisation des femmes et des jeunes, on a quand même un dispositif très puissant qu'on appelle le nanocrédit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le nanocrédit est à travers les 46 départements du Sénégal. Et c'est des produits financiers innovants qu'on a mis en place depuis 3 ans qui donnent accès au financement aux femmes et aux jeunes, aux femmes plus particulièrement parce que c'est 86% de femmes pour plus de 160 000 bénéficiaires à travers tout le pays. Donc un produit innovant dans le sens où ça donne un accès à toutes les couches de la population. Quand je dis toutes les couches de la population, c'est la vendeuse de cacahuètes, le poissonnier, le tablier du quartier. Donc c'est un produit qui a rendu le financement libéral, démocratique au niveau du pays. Et on a enlevé toutes les barrières d'accès au financement. C'est quoi? La garantie, la caution, il n'y a pas. Donc c'est un financement qui a été mis en place, co-construit par les GIE, les fédérations. C'est eux-mêmes qui se chargent de financer. On met à leur disposition une plateforme, un produit full digital, c'est-à-dire qu'on est allé même à digitaliser tous les process, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui choisissent les bénéficiaires, les membres qu'ils financent. On passe par la sensibilisation et tout. Un produit rapide, sur 48 heures, ils ont accès à leur financement via leur wallet. Et c'est les fédérations qui supportent, qui suivent même les crédits. Donc, j'avais envie de partager quand même ce dispositif-là, qu'on a bien structuré, bien organisé. On parle de plus de 500 fédérations de femmes, plus de 3000 GIE, 46 fêtières départementales. Un dispositif très huilé. Là, actuellement, on est en train de travailler avec la CMU pour même donner à ces bénéficiaires-là un accès à la couverture maladie. Donc, ma participation, juste aussi pour dire que la demande est très forte. L'État du Sénégal est en train de supporter tout cela, parce que c'est une couche, bon, qu'on dit risquée. Mais on se rend compte, nous, au niveau de la DER, qu'en termes de taux de remboursement, on est encore meilleur, même par rapport à ces couches. Parce que l'accompagnement, la sensibilisation a fait que ça a réussi. Mais on a besoin peut-être de plus d'appui. L'État a mis les moyens, mais les moyens de l'État ne seront pas toujours suffisants pour adresser toute la demande. Il y a beaucoup de choses à programmer, beaucoup de choses à innover. Moi, j'appelle aux bailleurs vraiment qui sont intéressés, surtout à l'accompagnement de ces femmes-là et aussi de ces jeunes, parce que nous, ces femmes et jeunes, à bien appuyer, parce que le dispositif existe. Et c'est d'une transparence, d'une rapidité, et qui enlève toutes les barrières, hein, j'insiste, qui font accès au financement. Donc voilà, c'était ma participation pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour cette brillante contribution. Avant de passer à Madame Hassana, je pense qu'il y a un monsieur. Question d'être inclusif. Si nous demandons juste les dames, ça sera comme si c'est juste une affaire de femmes. Quand même. Il y a un monsieur juste au fond de la salle. Monsieur, je suis là, hein, j'avais... Ah d'accord, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
c'est Madame Fatou Sarr, coordinatrice de ENDA Énergie Zone Nord. Donc, je voudrais intervenir sur quelques aspects. D'abord, à poser une question à Madame la représentante de la GIZ qui parle de la mise en place d'une plateforme digitale. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un dispositif d'accompagnement que vous avez mis en place pour accompagner les femmes rurales qui se trouvent au fond de Fongolimbi, je prendrai le cas de Niassanté, dans le processus de maturation pour capter les opportunités que la plateforme digitale peut leur offrir. Parce que les coopératives agricoles prennent de plus en plus place et ce sont des sociétés coopératives. Comment ces sociétés coopératives qui se trouvent en zone, par exemple dans le Djeri, très enclavée, peuvent capter les opportunités de cette plateforme-là? On parle de l'accès au financement, l'accès à la finance verte. Mais pour moi, l'accès à ce financement-là doit être soutenu par d'autres accès. Tout à l'heure, Madame Oxfam Seynabou l'a souligné, d'abord l'accès à la terre. Parce que les finances, ou bien le financement des activités, ces activités-là doivent être coachées ou bien doivent être suivies pour qu'on ait une productivité. Si je prends le cas de la femme productrice, comment faire pour que les activités financées soient rentables? Et pour que ça soit rentable, il faut d'abord régler le problème d'accès aux facteurs de production. Je l'ai tantôt présenté hier, les 4A, l'accès à la terre, l'accès à l'énergie, comme on parle de la finance verte, dans les unités de production et de transformation, l'accès à l'informatique, à l'information climatique, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique, et l'accès au marché, tout à l'heure, la Banque agricole l'a souligné. Je pense que d'abord, il faut régler ces préalables avant pour que l'accès au financement soit utilisé à bon escient. Je voudrais, c'est par rapport à ces deux questions, comme le temps file, je m'arrête là. Merci. D'accord, merci grandement. Donc, toute dernière question, celle de monsieur. Ensuite, nous... Ah. Je peux parler? Okay. Puisque vous avez le micro, allez-y. Donc, bonjour tout le monde, c'est Madame Diarra. Je suis conseillère technique au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement et je coordonne en même temps la CEDEGEN. Je vais d'abord commencer par des mots de félicitations à l'endroit des panélistes pour leurs interventions de qualité. C'était juste mon intervention va être axée sur deux points. La digitalisation, qui est une question, une thématique importante, d'actualité importante, mais j'ai des réserves. Parce que je disais que la digitalisation pour les services financiers ne constitue pas un boulot d'étranglement pour les femmes et les associations des femmes, surtout les femmes qui sont en milieu rural. Quels sont les mécanismes d'accompagnement qu'il faut pour accompagner cette initiative à l'endroit de ces femmes qui sont au niveau d'éducation très faible ou bien qui vivent l'analphabétisme. La deuxième chose, c'est un plaidoyer à l'endroit des organismes qui financent pour le financement durable, parce que nous savons que les politiques publiques, pour la mise en œuvre des politiques publiques, nous avons beaucoup de difficultés, si je parle du secteur de l'eau, qui fait beaucoup d'initiatives concernant la politique des transferts d'eau pour que chaque ménage puisse disposer d'un point d'eau à domicile, mais c'est difficile. Comment faire pour que ces finances publiques puissent aider, soutenir les politiques publiques pour que nous arrivions à ces initiatives de taille pour que chaque ménage puisse disposer d'un point d'eau, ce qui va impacter sur le temps de marche des femmes, comme vous l'avez souligné tantôt, pour la collecte de l'eau à domicile, qui constitue vraiment ce qu'on appelle des activités de production, qui impactent non seulement sur le temps des femmes,
mais sur leur santé. C'était les deux que je voulais partager avec vous. Un élément de réponse pour la digitalisation, mais un plaidoyer à l'endroit des organismes qui financent, qui détiennent ces fonds, pour soutenir les finances publiques, pour l'élaboration des initiatives qui sont entamées par beaucoup de secteurs, notamment le secteur de l'eau, concernant les transferts d'eau pour des branchements, non seulement régler les problèmes de qualité, parce que lorsque les femmes marchent 10 km pour chercher l'eau, c'est parce qu'il y a un problème de qualité de l'eau. Sinon, nous avons de l'eau à proximité, environ 1,5 km. C'est déjà, vous avez les données qui sont disponibles. Mais c'est surtout les problèmes de qualité qui font marcher les femmes, qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Maintenant, comment soutenir ces politiques publiques, la mise en œuvre de ces politiques publiques par les départements ministériels, tels que le département de l'eau et de l'assainissement. Merci. Merci, madame, pour cette contribution. Ok, merci. Moi, c'est Khatari Mbaye. Je suis le coordinateur national du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Hier, j'ai fait une présentation en parlant un peu de l'autonomisation des femmes, en disant que l'autonomisation, ça s'inscrit dans la durée, ça se construit. Alors, j'ai écouté les panélistes d'aujourd'hui et je constate qu'il y a quand même plusieurs sources de financement verts. Et à vous entendre parler, on a l'impression que le problème, c'est l'accès au financement. Alors, est-ce qu'au Sénégal, par rapport au contexte économique actuel, et ça, c'est les banquiers qui sont là avec vous, est-ce que dans le contexte économique actuel, une entreprise verte est rentable? Donc, de manière pratique, le Bol qui a 50 millions aujourd'hui, est-ce que quand on lui présente une entreprise ou bien des activités vertes, si vous permettez l'expression, est-ce qu'il y a une attractivité qui lui permette d'aller vers ça? Est-ce que c'est plus rentable de financer, d'investir dans la finance verte que d'aller ouvrir une quincaillerie pour vendre du ciment? C'est aussi simple que ça, ma question. Merci pour cette question. Avec cela, je voudrais revenir vers les panélistes. Et compte tenu du fait que nous arrivons véritablement à la fin de ce panel, je vais commencer par Madame Hassana du Global Green Growth Initiative qui est basée à Dakar. Malheureusement, elle n'a pas pu nous joindre en début de panel. N'empêche, nous aimerions entendre Madame Hassana. Sur la base de votre expérience, vous êtes une initiative globale, vous voyez ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Est-ce que vous avez quelques idées de bonnes pratiques observées ailleurs et qui mériteraient d'être considérées dans la sous-région Afrique de l'Ouest lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de cette problématique d'accès des femmes, accès des entreprises dirigées par les femmes aux financements divers? Bonjour. D'accord. Merci beaucoup. Excusez le retard. On a eu une confusion de temps. Je tiens quand même à vous saluer et aussi me présenter rapidement. C'est Hassana Magaji Aléo. Je suis la représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte. Notre focus principalement, nous sommes une organisation intergouvernementale. On appuie l'État dans tous les secteurs concernant tout ce qui concerne la croissance verte. On a eu notre collègue qui est peut-être, vous l'avez eu à échanger avec lui, Mamadou Konaté, dans l'autre panel précédent sûrement. Donc aujourd'hui, on peut dire l'accès au financement, il y a plusieurs points. Hein. On a quelques de nos collaborateurs, des banquiers qui sont là, avec qui on collabore sur ces points-là. Je passe sur la base de certains points qui ont été soulignés. Quand on regarde les changements climatiques et l'impact, c'est dans tous les secteurs. Maintenant, l'accès au financement n'omet pas les autres facteurs qu'on oublie. Par exemple, ça a été tantôt cité, l'importance d'accès à l'inclusion féminine, c'est très important. Accès au financement, accès à l'information, accès à l'opportunité
d'être inclus dans les prises de décision à ce qui concerne toute la chaîne de valeur, si c'est la production, la distribution, la vente. Je vous donne un exemple. Actuellement, en tant que l'Institut mondial pour la croissance verte, nous travaillons sur un projet de rizerie qui collabore directement avec des unions au niveau de Saint-Louis. En pleine solarisation de à peu près 21 stations de pompage. Notre point focus, on peut dire, c'est, excusez-moi, je suis bilingue, je suis anglophone de base, hein, donc permettez-moi de lancer quelques mots en anglais. Mais c'est simplement pour vous dire que je pars sur le terrain, on fait des échanges avec des producteurs, on est à peu près 300 producteurs avec qui on collabore. Notre vision, c'est d'augmenter le rendement et la capacité, la qualité de riz qui est produit au Sénégal, qu'aujourd'hui le Sénégal n'importe plus de riz. En tant que consommateur global, le Sénégal est 8e mondial qui consomme le riz, mais qui importe presque 45 à 55%, les statistiques. C'est quand même beaucoup, donc on s'est aligné avec l'État pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner l'État à être autonome pour la production du riz et aussi l'autosuffisance de cette production. Ce n'est pas simplement la production au niveau pays, mais la capacité de rendre ça abordable en termes de prix, que ça soit sur le marché local et que le Sénégal parvient à distribuer la chaîne de valeur et le vendre dans la sous-région, dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle le trade to trade en Afrique. Mais jusque-là, on a des soucis parce que le riz local n'est pas compétitif. Et qu'est-ce qui fait que le riz local n'est pas compétitif? On préfère le riz qui est importé, qui est parfumé, qui vient de l'Inde, le riz qui vient peut-être d'ailleurs, de Thaïlande, qui est abordable. Mais le riz local est meilleur pour la santé. Et le riz local crée de l'emploi. Mais il y a beaucoup de ces producteurs, ce qu'ils nous ont donné comme retour, c'est qu'on n'a pas accès à des terres. Les unions où il y a des femmes ne sont pas incluses souvent dans les prises de décision. Concernant les statistiques et les données, on a eu à collecter quelques statistiques, on a eu à faire des focus groups pour faire le renforcement de capacités. On a mis en place un programme qui les donne accès à des financements au niveau de la banque agricole. Mais avec la SAED, on s'est dit que cette campagne, on va mettre à la disposition minimum. On a fait la campagne dernière, je pense qu'on a eu à fournir 4 millions à ces producteurs. Les 4 millions, en temps réel, la saison précédente, ils n'ont pas eu accès à ces financements. Pour augmenter leur rendement, on a intégré la recherche, on a collaboré avec ISRA et Africa Rice pour leur donner une variété qui était meilleure, qui s'adapte à la terre dans leur région, parce qu'il y a la salinisation qui intègre ce facteur pour la saison. Maintenant, un producteur qui dit que, bon, l'année dernière, voici comment j'ai eu à cultiver mon champ durant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le changement climatique, on s'adapte, mais est-ce qu'ils ont l'information climatique? L'aspect technologie, on l'a intégré également à leur fournir les informations qui les permettent de savoir c'est quand la saison de semis, pour ne pas rater carrément leur campagne. 4e point, c'est accès à l'eau. Mais la campagne, accès à l'eau, c'est la saison de cultivation. Mais à la fin de la saison de récolte, il y a un système de drainage pour enlever l'eau. La technologie aussi, il faut lui mettre en place. Maintenant, quand on a fait des séances de travail avec toutes ces femmes dans les milieux ruraux, avec les hommes, au début, quand on faisait les réunions, souvent, on ne voyait pas de représentation forte des femmes. On a dû arrêter les sessions et demander à les hommes de faire venir les hommes, les femmes, les unions des femmes qui sont présentes, pour aussi nous donner leur contribution et leur feedback. Ça a changé carrément le calendrier, le montant de financement, le renforcement des capacités et le suivi global qui était prévu. C'est pour vous dire que c'est l'inclusion de tous ces facteurs. Au niveau de DDGI, on l'appelle le nexus. Et un nexus doit inclure tous ces facteurs qu'on vient de citer, la recherche, la variété de riz, le renforcement des capacités, l'accès au financement, mais la partie qui est plus importante, c'est l'accès à l'information et la considération et l'inclusion de tous les participants qui sont impliqués. Et c'est très important. Donc, sur chaque projet pour nous, même si ce n'est pas dans le secteur agricole, mais dans tous les secteurs verts, on inclut
les hommes également, les femmes. On essaye d'abord 50-50 de représentation dans toutes nos activités. Donc, ces femmes aujourd'hui ont eu accès à 4 millions de financements au niveau des rizeries. On peut dire les rizeries au Sénégal, on a collaboré avec eux pour le renforcement des capacités dans le secteur de l'énergie. Mais ce qui est très pertinent, c'est que parmi ces femmes, parmi les 5 rizeries qui ont été sélectionnées, l'une des meilleures, c'est par une dame. C'est elle. Mais véritablement, c'est pour dire que l'accès à l'information, l'inclusion, au niveau de tout ce qu'on fait, c'est très important. Mais ça commence par la considération pour chaque personne qui est impliquée dans le secteur, si c'est dans l'eau, si c'est dans l'assainissement, si c'est dans le secteur agricole. Mais tout ce qui concerne le changement et la croissance verte, pour mitiger, il y a l'adaptation et il y a l'atténuation. Et ça impacte toute personne qui est assise ici. Même si on le veut ou on ne le veut pas, même si on habite dans des grands immeubles ou on ne le veut pas. Donc nous, en tant que DJGI, on prend en compte tous ces facteurs dans tout ce qu'on fait. Et on rajoute, en intégrant tout ce qui concerne les investissements et ces investissements verts, on travaille au niveau, avec la collaboration de Fonds 6, le Fonds souverain, pour mobiliser des fonds au niveau de JCF, qui commencent au minimum de 50 millions. Nous sommes actuellement en discussion pour mettre en face ce qu'on appelle le Renewable Energy Efficiency Fund. C'est un fonds de l'énergie renouvelable, qui est 100 millions qu'on peut, dans quelques années, mettre à la disposition des entrepreneurs dans le secteur vert. Et souvent, on oublie que quand on parle de tout ce qui concerne la croissance verte, on se dit simplement que c'est dans l'agriculture. L'agriculture, c'est simplement l'aspect production. Mais et l'accès au marché, et le transport, et le stockage, et la communication, et le packaging de ce produit qui le rend attirant pour les consommateurs. Je pense que toutes ces chaînes de valeur, c'est ça qui crée de l'emploi. Et pour nous, on aimerait mettre en place des systèmes qui permettent à financer les entrepreneurs dans ce secteur. Mais aussi, au niveau de DJGI, on fait ce qu'on appelle le renforcement des capacités pour les ministères dans des différents secteurs. Concernant aussi, on peut rajouter l'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6, on est actuellement sur l'énergie, 6,2, 6,4. Même dans ces formations, au niveau des ministères, on se rassure qu'il y a des représentations des dames dans tous ces ministères qui sont présents pour ce renforcement des capacités. C'est important. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est très important, l'intégration, mais ça commence par la considération pour toute personne, malgré que ce soit femme ou homme. Merci. Merci pour cette belle contribution. En clôture de ce panel, je vais permettre aux panélistes de réagir vraiment en 1 minute chacun, peut-être prendre une des questions qui a été soulevée et puis réagir. Je vais peut-être commencer par vous. Je vous appelle Madame Oxfam, ça peut aller. Monsieur Diaby va se fâcher. Hein? Alors, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être là, de partager. Le déplacement en valait la peine. Donc, merci d'avoir invité Oxfam. Tout ce qui est care work, tout ce qui est travail de soi, payé, non payé particulièrement, est très important pour Oxfam. Nous sommes une organisation foncièrement féministe qui avons au cœur de notre stratégie, de nos stratégies, parce que Oxfam est une confédération de plusieurs pays, les femmes et les jeunes particulièrement. Cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas et que nous oublions les hommes. Non, nous travaillons avec toutes les couches de la communauté, de la société, mais nous mettons un focus sur, comme Laïti le disait tout à l'heure, les couches les plus vulnérabilisées, pas forcément vulnérables comme elle le dit. Et nous travaillons à partir de principes non-discrimination, inclusion, non-discrimination, intersectionnalité, ce qui nous permet d'avoir vraiment une vue un peu plus holistique et d'apporter des solutions plus intégrées aux problématiques auxquelles nous nous attaquons. Donc, elle vient de le dire. Nous travaillons sur le nexus changement climatique, genre, justice climatique, justice de genre, finance, justice de genre, tout ce qui est travaux de soins.
Et j'ai particulièrement aimé la contribution de notre maman qui représente l'Association des femmes africaines pour la recherche. Les données sont importantes, la recherche est très, très, très importante, je le disais tantôt. Moi-même, je suis doctorante, j'ai suspendu pour en partie aussi un peu les travaux de soins. Mais effectivement, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver l'accompagnement pour que ces travaux de soins, l'économie qu'il y a derrière ces travaux de soins, que l'on a sur nos épaules en tant que femmes et qu'on ne considère pas particulièrement, ne puisse pas peser sur nous et qu'on puisse faire de la recherche voilà, de manière, disons, très, voilà, sans stress. Donc, merci à vraiment tous les organisateurs de ce colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest et merci pour votre aimable attention. C'est nous qui vous remercions. Alors, je passe ensuite à Monsieur Banque Agricole. Merci bien. Donc, très rapidement, sur deux questions peut-être qui nous interpellent directement, c'est sur la digitalisation par rapport au niveau d'alphabétisation. Est-ce que ces dames peuvent l'utiliser? Bon, moi, je n'ai pas la solution parce que juste partager quelques aspects. Hein. La digitalisation, pourquoi aujourd'hui c'est fortement rentré dans le milieu bancaire? Ça nous permet de réduire drastiquement les coûts. Et je ne vais pas développer outre mesure parce que nous savons tous que le taux d'intérêt, ce qui fait que le taux d'intérêt soit élevé, c'est très souvent parce qu'on a en fait toute une logistique qu'on met en place et qui font qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt devient très élevé. Donc la digitalisation nous permet de réduire très souvent ce coût-là et d'avoir beaucoup plus de fiabilité, mais aussi de la célérité donc, dans le traitement des dossiers. Maintenant, comment faire pour que ces dames puissent l'utiliser? Je crois qu'on peut s'inspirer de l'exemple de la météo, qui au tout début commençait à envoyer de l'information climatique sous forme de messages, après qu'il a transformé sous forme donc, de messages sur le plan vocal. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles il faudra réfléchir pour permettre aux gens d'avoir plus d'inclusion financière, parce qu'avec la digitalisation, on peut toucher quelqu'un qui est très loin, donc, mais aussi ça nous permet, nous banquiers, de réduire donc, notre charge, mais aussi de pouvoir l'impacter sur le taux d'intérêt. Est-ce qu'une entreprise verte est rentable? Moi, je dirais oui, parce que je viens de faire un peu une mission de terrain, j'ai fait la zone centre et la zone nord, et j'ai travaillé sur l'évaluation du marché de l'agriculture climato-intelligente. Et nous avons vu des initiatives qui marchent et qui permettent aux gens de pouvoir gagner convenablement donc, des ressources, mais aussi un marché qui est énorme. Je prends quelques exemples. Sur les semences, aujourd'hui nous savons tous qu'on a un très grand besoin en termes de semences, parce que quand on parle de changement climatique, je crois que Mme Hassana l'a dit, il faut aller vers des semences soit à cycle court, soit qui peuvent résister à certains chocs, et ça c'est un travail qu'il faut faire et un travail de démultiplication. Sur le plan agronomique, les semences, ça garantit 30% du rendement. Donc ça veut dire que si vous partez avec de mauvaises semences, vous avez déjà un biais de 30%. Aujourd'hui, il y a un marché énorme sur les semences qui existent au Sénégal, ça c'est un aspect. Je prends l'exemple du biogaz. Le biogaz, ça permet d'avoir aussi bien de l'énergie, mais aussi ça permet d'avoir de l'engrais organique qui est aujourd'hui très vendu au niveau du Sénégal. L'État du Sénégal a commencé même à subventionner au même titre, pas pour les mêmes taux, mais au même titre de l'engrais Milan, l'État du Sénégal commence à subventionner l'engrais organique. Si je prends uniquement l'exemple de la CSS qui demande beaucoup d'engrais organiques, le marché est loin d'être saturé. Et c'est des potentiels énormes qui permettent à la famille de pouvoir gagner des revenus, mais aussi de pouvoir donc, vendre, donc, du moins de pouvoir avoir donc, du biogaz. Si on prend le solaire, aujourd'hui, il y a un marché qui est là, qui existe. Donc, il y a des producteurs qui permettent de réduire énormément le charge d'exploitation. Et maintenant, le solaire, peut-être, il faut juste s'assurer de la bonne qualité du matériel. Donc là, c'est là où un travail doit être fait, donc avoir un service après-vente adéquat. Et pourquoi les entreprises vertes doivent être rentables, je l'ai dit. Nous, aujourd'hui, les fonds que nous devons lever, et Didier l'a dit, l'accompagnement qu'ils font au niveau de la vallée, donc c'est sur des fonds qui sont concessionnels. Ça veut dire qu'une entreprise non verte et une entreprise qui est verte ne vont pas profiter de la même ligne. Ce n'est pas les mêmes fenêtres. Donc une entreprise peut venir, on lui applique un taux de 12%,
parce qu'elle n'est pas verte, parce que la ligne, elle n'a pas accès à la ligne. Une entreprise verte, elle peut accéder à une ligne avec des taux très faibles, des taux qui vont tourner autour de 3-5% au maximum, mais aussi avec une durée de maturité très longue. Donc, ça veut dire qu'une durée de remboursement qui se fera sur plusieurs années. Une entreprise qui rembourse sur 5 ans et une entreprise qui rembourse sur 10-15 ans, ce n'est pas la même chose. Et nous, quand on veut caricaturer, on est en train de négocier avec le FIDA sur e-Greenfin. La concessionnalité que nous sommes en train de négocier avec le FIDA, avec le Fonds vert, c'est sur 40 ans. Et pour caricaturer, nous qui étions à la table des négociations, on se disait, quand la banque commencera à rembourser, nous, on ne sera même pas près de cette vie-là, pour vous dire la durée de la concessionnalité. Je vous remercie. Merci grandement. Je suis avec Madame GIZ, si je peux. Merci beaucoup, docteur. Juste pour réagir par rapport à la question de la représentante de ENDA Zone Nord, comment capter les femmes dans les zones rurales? Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement? L'avantage premier de la plateforme est de garantir l'accès aux mêmes services, à la même qualité de service d'accompagnement pour toutes les PME, où qu'elles se trouvent, qu'elles soient en zone urbaine ou en zone rurale. En zone rurale, nous avons pensé et avons mis en place un dispositif d'accompagnement à travers les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Donc, c'est ces chambres de commerce-là qui vont faire la cartographie des PME existantes en mettant le focus sur les PME dirigées par des femmes, où majoritairement l'actionnariat est détenu majoritairement par des femmes, ou bien l'équipe dirigeante est féminine. Nous avons aussi travaillé avec l'UFCE, qui est au niveau national, et aussi le WIC Academy, qui n'est plus à cité par son leadership dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y a bien un dispositif d'accompagnement, aussi bien à Dakar que dans les zones rurales. Donc, c'est d'assurer le même service d'accompagnement à toute PME qui intègre cette plateforme. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à l'organisation pour l'invitation à ce panel. Merci beaucoup, chers collègues panélistes. C'est nous qui vous remercions. Sur ces notes, nous arrivons à la fin de ce panel et en tant que président de séance, je voudrais quand même prendre une minute pour ajouter un point qui me semble important. Là, nous parlons de l'accès au financement vert de la part des femmes ou des entreprises dirigées par les femmes. Mais je voudrais quand même faire le plaidoyer que tous ensemble, nous pensions à l'aspect renforcement du pouvoir de négociation des femmes. Parce que si elles ont accès à ces ressources, elles ne peuvent pas décider de leur utilisation ou des profits qu'elles vont faire. Nous allons retourner à la case départ. Donc oui, accès au financement, mais travaillons sur la question, on l'a dit hier, des normes sociales, la masculinité positive, et puis plus important que j'ajoute à la table aujourd'hui, la question du pouvoir de négociation des femmes, notamment en zone rurale. Sur ce, je vous remercie.